Avec Alain Ducardonnet, médecin, notre consultant santé sur RMC et BFM TV. Alain, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. Pédagogie, pourquoi ? Parce que 53% des Français sont inquiets face au coronavirus. Et nous avons envie de répondre à cette inquiétude. Évidemment, vous posez vos questions, vous n'hésitez pas, 3216 rmc.fr. Et Alain Ducardonnet est là pour répondre. Je précise aussi qu'à 8h35 sur RMC et BFM TV, je recevrai l'homme qui conduit finalement tout ce combat, si je puis dire, face au coronavirus, le professeur Arnaud Fontanet, qui est directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Bien, Alain Ducardonnet, nous allons commencer avec Raymonde, si vous voulez bien. Raymonde qui est à Neuvic, jolie commune, Neuvic. Bonjour Raymonde. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, quelle question avez-vous envie de poser, Raymonde ? Moi, je fais allusion dans les supermarchés, les caddies. Les caddies dans les caddies, supermarchés. Ah oui. Les caddies, hier, je suis partie faire mes courses, j'ai pris le chiffonnet, une lingette pour nettoyer la barre traversale auquel on pousse le caddie, c'est infect. Alors, au niveau microbe, au niveau main, vous faites vos courses, vous avez les mains souillées, le temps que vous arrivez chez vous, vous contaminez le volant et tout. Voilà, je voulais savoir s'il y avait un risque par rapport à ça. Très bonne question, Alain Ducardonnet. Oui, c'est une très bonne question qu'on se pose souvent parce qu'en fin de compte, on se dit la transmission par les mains. Est-ce qu'en fin de compte, nos mains sont sales, entre guillemets ? Alors, c'est pas faux. C'est pas faux parce que les virus et les bactéries aiment bien les mains, sauf qu'il faut quand même une certaine densité de virus et de bactéries. Alors, pour le coronavirus, c'est vrai que la transmission, elle est surtout, on l'a dit, de par voie aérienne, ce sont ces petites gouttes de salive. En fait, il y a l'autre transmission qui est dite manuportée, c'est-à-dire des virus qui seraient posés sur, eh bien, comme vous le dites, sur la poignée du caddie. Et c'est pour ça qu'il est légitime d'avoir toujours une solution hydroalcoolique et de se laver les mains et avec de nettoyer solution... comme l'a fait Raymonde. Et voilà, exactement. Bravo Raymonde. Donc c'est une bonne prévention. C'est jamais excessif dans ce domaine. Ça ne vient pas. Mais il paraît que le virus si le virus est posé sur un objet, il ne vit pas longtemps. Alors c'est variable. Là les études, oui, malheureusement on n'a pas de réponse qui soit vraiment précise. Les études quand même vont de 3 heures à 3 jours. 3 heures à 3 jours. Donc ne soyons quand même pas... Votre attitude est très bonne. Bon, merci Raymonde, bravo. Emma est à Louvciennes, dans les Yvelines. Bonjour Emma. Bonjour, vous m'entendez bien ? Mais oui Emma, quelle Oui, question voulez-vous poser ? Alors, en fait, je suis atteinte d'un cancer métastasé. Je pars en cure de chimiothérapie, comme beaucoup d'autres personnes. Et je voulais savoir ce qu'il en était par rapport aux gens fragiles, immunodéprimés comme moi, puisque je prends plus de la cortisone, tout ça. Donc, est-ce qu'on a des précautions particulières ? Est-ce qu'il faut porter des masques ? Et là, je pars à l'hôpital tout à l'heure pour ma cure. Est-ce qu'il faut porter un masque, des gants ? Enfin, peut-être plus se protéger que les autres, je ne sais pas. C'est vrai que quand le système immunitaire est un peu faible, on est plus en danger ? Voilà, donc c'est pas plus en danger spécialement pour le coronavirus, mais de façon globale, bien évidemment. Et donc, dans les cures de chimiothérapie, c'est vrai qu'on surveille beaucoup cette formule blanche où il y a en effet les éléments de défense de l'organisme. Et donc, on prend des précautions qui sont d'ailleurs souvent, les personnels eux-mêmes se protègent pour ne pas vous infecter. Et vous-même, bien sûr, vous vous protégez. Donc, à l'hôpital, les procédures sont parfaitement écrites, sont parfaitement claires. Et donc, il n'y a pas de risque du tout quand vous êtes en ce milieu hospitalier. La transmission des germes aujourd'hui n'existe quasiment plus, justement dans ce contexte des personnes fragiles et vulnérables. On a vu avec le coronavirus que ce sont ces personnes-là qui peuvent être en effet atteintes. Alors justement, Emma, est-ce que l'hôpital va donner par exemple un masque à Emma ? Alors c'est surtout le personnel hospitalier pour éviter les projections de virus. C'est ça qui est important, ou de bactéries. Qui va en porter. Voilà, le personnel hospitalier qui va s'occuper d'Emma va en porter. Alors ça dépend du type de chimiothérapie, je ne sais pas laquelle vous allez avoir. Mais en tous les cas, c'est vrai que les mesures sont prises à l'hôpital pour éviter les projections de virus ou de bactéries. Et donc à ce niveau-là, vous pouvez être assuré, il n'y aura pas de risque supplémentaire. Courage Emma. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir, mais pour les sorties par exemple, est-ce qu'on est plus, les gens qui sont pareils comme moi, sous chimio, etc., est-ce qu'ils sont plus fragiles ? Est-ce qu'il faut faire plus attention, rester chez soi, alors ça, on va vous le dire sûrement à la sortie, parce qu'il y a des conseils qu'on va vous donner et qui vont dépendre en fait de votre système immunitaire. C'est-à-dire qu'on va faire les examens sanguins qui vont vous permettre de savoir si vous êtes en position de défense ou pas, et à ce moment-là, on vous donnera les bons conseils. Donc c'est vraiment une fonction particulière. C'est pour ça que je ne vous réponds pas de façon directe, parce que je ne sais pas encore quelle est votre prise de sang à la sortie de votre hospitalisation. Bon, merci Emma. Merci Emma. Merci beaucoup pour et merci pour votre beau sourire. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Mathieu. Oui, plein de questions aussi sur l'appli Direct Studio. Plein de questions sur les masques d'abord. Chantal se demande si les masques qu'on vend en quincaillerie pour faire des travaux, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas ? Non.
Alors clairement non, parce qu'en fait les mailles sont beaucoup plus grosses, parce que c'est fait pour les grosses particules. Donc là, faisons attention avec les masques. Hier, il y a eu une petite cacophonie, semble-t-il, dans l'explication. Vous avez les masques dits chirurgicaux, c'est-à-dire anti-projection. Oui. Donc ça, ce sont les masques classiques qu'on voit et qu'on met régulièrement. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont infectées, malades et qui ne doivent pas projeter, ou des personnels qui ne doivent pas projeter de virus. Et pourquoi ils ne sont efficaces que 4 heures, ces masques-là, demande Nicole? Tout simplement parce qu'il y a une phase d'humidité quand vous respirez dans ces masques, et l'humidité, eh bien, ça favorise le passage du virus. Donc c'est pour ça que globalement, il faut les changer tous les 4-5 heures, et surtout s'ils apparaissent souillés et mouillés. Et bien, il faut les changer immédiatement. On parle beaucoup des masques FFP2. Jonathan a trouvé un masque FFP3. Est-ce que c'est plus efficace? Alors, le FFP3, c'est un petit peu une arnaque marketing, parce qu'en fait, ce sont des FFP2 renforcés. Donc aujourd'hui, le vrai masque pour les professionnels de santé, c'est-à-dire à un niveau important de risque d'exposition, c'est en effet celui-là, le 2, qui est le plus important. FFP2. Voilà, FFP2, c'est lui qui est important. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison aujourd'hui dans la circulation générale d'une personne, comme ça, où il n'y a pas des foyers épidémiques, de porter un masque de ce type. Vous ne portez pas de masque. Je ne porte pas de masque, absolument. Je suis venu sans masque. J'ai juste un micro. Allez-y, question de Samir. La chloroquine, dont on entend parler beaucoup depuis hier, info ou intox? Je dirais entre les deux. Entre les deux, pourquoi? Parce que, c'est vrai que toute piste aujourd'hui doit être étudiée, mais étudiée sérieusement. Alors, le professeur Raoult est un grand virologue français, c'est indiscutable. Il travaille depuis 20 à 25 ans sur la chloroquine, donc il a un petit peu tendance à nous dire, voilà, quand il y a eu l'épidémie de Zika, on va faire aussi de la chloroquine. Donc c'est une piste à utiliser. Aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, comme on dit élégamment, quand on ne sait pas tout, eh bien, il faut absolument faire des études, mais on ne va pas donner demain la chloroquine à tous les patients. Et à propos infectés. de la chloroquine, attention aux effets secondaires. Hein. Oui, parce qu'il faut dire... C'est un médicament. Faut dire le nom, parce que tout le monde le connaît, Jean-Jacques, c'est la Nivaquine. On va pas. C'est la Nivaquine. Ouais. Donc voilà. Et ce médicament Nivaquine, dans le domaine de la prévention du palu, maintenant est progressivement retiré de cette indication. Stéphanie se demande si la période d'incubation peut aller au-delà de 15 jours et si une personne contagieuse est contagieuse justement pendant la période d'incubation, avant ou après. C'est la grande question et c'est la très bonne question. Tout à l'heure, Arnaud Fontanet va essayer peut-être de répondre plus précisément parce que là, il connaît bien, c'est vraiment son domaine. Il faut savoir clairement qu'aujourd'hui, quand on dit 14 jours, c'est dans toutes les études vraiment la barre supérieure. Une seule étude a dit c'est peut-être au-delà de 20 jours. Mais toutes les autres sont d'accord pour dire que la durée moyenne d'incubation, c'est 6 à 7 jours. Quand est-on contagieux ? On est contagieux probablement 1 ou 2 jours avant le fait d'avoir les signes cliniques. Le vrai problème et le vrai danger, c'est que certaines personnes font des formes extrêmement légères, extrêmement frustres. Vous toussez un petit peu, tout simplement parce que vous avez un bon système immunitaire, que vous allez contrôler votre virus, que vous n'allez pas avoir plein de signes cliniques. Et ce sont ces personnes-là qui sont dangereuses parce qu'elles sont contagieuses, alors qu'en vont pas si mal. Elles ne sont pas détectées alors qu'elles vont bien. Mathieu, vous avez encore une question ? Alors c'est peut-être aussi une question que va développer Alain Fontanet tout à l'heure à 8h30. Arnaud, pardon. Le professeur, l'enseignant qui est décédé de 60 ans, qui ne présentait pas de risque particulier, qui n'avait pas traversé de zone contaminée, alors qu'on disait que les décès concernaient plutôt des personnes âgées et des personnes vulnérables. Qu'en est-il vraiment, demande Bouyx? Alors, on n'a pas, bien sûr, l'observation clinique, donc je ne vais pas m'engager sur le terrain éventuel des maladies que peut avoir ce monsieur. Ce qui est certain, c'est que n'oublions pas que la grippe simple, la grippe qu'on connaît tous, tue également et tue des personnes jeunes. Vous savez que dans le bilan actuel, il y a 2 enfants ou adolescents de 15 ans qui sont décédés de la grippe par une atteinte pulmonaire de ce type. Donc tous les ans, il y a des jeunes qui meurent également. C'est des formes aiguës, brutales de pneumonie avec une inflammation très brutale du poumon et qui va donner des détresses respiratoires et on décède malheureusement d'insuffisance respiratoire. Donc une personne de 60 ans qui fait une pneumonie grave, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on a eu du mal à faire le diagnostic, et c'est normal, il y a un piège clinique sur les signes cliniques, eh bien, on a cette possibilité d'avoir une pneumonie très grave. Est-ce qu'aujourd'hui, si je me fais vacciner de la grippe, contre la grippe, ça me protège du coronavirus ? Absolument pas. C'est pas la même famille. C'est pas la même famille. Ça n'a rien à voir. Mais si je suis, c'est trop tard pour faire vacciner parce que la campagne se termine demain. Ah bon, d'accord. D'accord. C'est trop tard, mais je peux quand même me faire vacciner après, non ? Après quoi ? Après la fin de la campagne. Oui, mais ça n'aura pas d'intérêt parce que ça va agir dans 15 jours, 3 semaines. Donc là, pour le il n'y aura plus de grippe. Voilà. Alors, elle va disparaître, la grippe. Alors, classique. c'est très amusant. On fera poser la question à Arnaud Fontanet parce qu'on a l'impression que la grippe traditionnelle est un petit peu en retrait, comme si elle disait, oh là là, j'ai une grande sœur qui arrive, je fais beaucoup plus discrète. Oui. Bon, d'accord. Bon, mais la grippe traditionnelle disparaît.
C'est-à-dire que vous n'avez pas de grippe traditionnelle au mois de juillet, au mois d'août? Non, absolument. Il y a une espèce d'écologie du virus qui préfère les périodes froides, les périodes éventuellement un peu humides, et que les périodes chaudes. Alors, ceci étant, ça pourrait être la même chose pour le coronavirus, alors. Mais Trump aurait raison. Mais il n'est pas exclu que ce coronavirus devienne un rendez-vous régulier saisonnier. C'est une hypothèse totalement gratuite que je fais. Mais on peut tout à fait imaginer que là, elle disparaisse vers le mois d'avril, et puis qu'elle réapparaisse, pourquoi pas, en octobre-novembre. Le coronavirus, c'est quelque chose qui est quand même assez vulgaire comme virus. Donc pourquoi pas? Bien, merci Alain Ducardonnet, passionnant.